Nos prochains invités, sources d'inspiration, ils sont deux, c'est un couple. Ils sont un peu comme nous, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, comme les entrepreneurs du futur. Et ils sont aussi entrepreneurs. Eux, ils ont créé un objet très original, un peu novateur, qui est une communauté qui allie à la fois des artistes et des scientifiques autour de la neurologie. Donc ça s'appelle Art for Science. J'appelle Thomas et Mélanie. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis d'être ici ce soir avec vous tous. Et si nous sommes là, c'est pour permettre à d'autres d'avoir la chance que nous avons eue. Si nous sommes là, c'est pour vous partager notre aventure Art for Science avec vous et pour aider les neurosciences à continuer à sauver des vies. Et pour cela, on va vous raconter notre histoire personnelle, celle qui nous a amenés à créer Art for Science. Je vais rapidement vous présenter qui nous sommes. Et ensuite, on va vous expliquer les challenges qui ont un peu chahuté notre vie. Et ensuite, on finira avec des invitations à rejoindre l'aventure Art for Science. Qui nous sommes? Thomas, warrior du cancer du pied en 2012, mais aussi sportif de haut niveau. Il est 22e en escrime handisport, 22e mondial, et il est 10e français au para-badminton. Il fait aussi partie de l'association Handi Show, qui réunit des anciens sportifs de haut niveau, valides et en situation de handicap, et tous ensemble, ils s'engagent pour promouvoir le sport. Moi, j'ai un profil plutôt entrepreneur. J'ai eu la chance de recevoir des prix pour des projets que j'ai menés. J'ai reçu le prix du meilleur business plan remis par l'EM Lyon et le prix de la femme méritante remis par la ministre des Droits des Femmes, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et certains me connaissent parce que j'ai présidé pendant 6 ans le Club des femmes de l'économie de Lyon. Mais aujourd'hui, on va commencer cette soirée par vous faire voter. Exactement. L'un d'entre nous s'est fait opérer du cerveau en 2014 et c'était une amputation de la taille d'un pamplemousse. Voilà, donc on voulait voir si on peut allumer très rapidement pour savoir un petit peu qui pense que c'est Mélanie qui s'est fait opérer. Personne, super. Ah si, là-bas. Ah, quand même. Ouais. Merci. Et du coup, qui est-ce qui pense que c'est moi? D'accord, ça fait plus l'unanimité, merci. Ok, merci pour vos votes. Partagez cependant. Comme quoi, les apparences ne nous disent pas tout sur la force cachée de chacun. Avec tout ce qui nous est arrivé et qu'on va vous partager, on s'est posé une question avec Thomas et on s'est dit, et si en fait dans la vie, tout était challenge? Quand il nous arrive un problème, quand il se passe quelque chose, et si en fait c'était un challenge? Avec le handicap, est-ce que c'est un handicap qui s'installe dans notre foyer ou est-ce que c'est une opportunité? Et pour toi, ça a commencé avec ton cancer du pied. Oui, ça a démarré en 2012. En gros, préparateur physique. Et j'ai une cliente qui me demande d'aller faire des analyses pour savoir un petit peu ce que j'avais. Et c'est arrivé que c'était un cancer au niveau du pied. Ouais, tu avais 25 ans. 25 ans, exactement. Alors là, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me fait un choix. Soit on me laisse à béquille, donc je garde mon pied, soit on me propose l'amputation, choix que je fais de manière assez logique tout de suite. Ça me paraissait plus simple de fonctionner comme ça. Sauf qu'après une amputation, il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à faire du vélo, nager, et ainsi de suite. Et donc pour ça, il faut une rééducation. La rééducation n'est pas si simple que ça. Ça prend 3 mois et ça se passe bien et après on sort. Voilà. Sauf que pour ça, après, il faut rebondir, il faut se dépasser avec un nouveau corps, il faut le gérer, il faut le maîtriser. Et ce qui se passe, c'est que moi, je décide de me lancer dans le sport de haut niveau. Arrive à moi l'escrime, handisport. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu quand même un niveau international. C'est vrai qu'après beaucoup d'entraînement, il faut l'admettre, au bout de la première saison, j'arrive à finir sur le podium de France, au championnat de France. Et c'est vrai qu'en moins d'1 an, on me propose tout de suite de porter les couleurs de l'équipe de France, que je fais de manière assez logique. Ensuite, l'idée, c'est de créer sa propre définition du handicap. Un handicap, c'est quelque chose qui nous limite et qui nous réinvente. Voilà, c'est ça. À chacun de choisir sa définition.
du handicap. Voilà. Nous, on a fait notre choix, ça va très bien comme ça. Et après, suite à ça, donc Thomas est en paix avec son amputation, avec sa jambe, son nouveau corps, il y va à fond. Et à peine un an après, il commence à faire des réveils nocturnes. Il se réveille, il est un peu perdu, il se rendort, il se réveille. Au début, c'est quelques crises, et puis après, quand tu es en stage avec l'équipe de France pour préparer une Coupe du Monde, c'est jusqu'à 10 par jour. Ton corps étant mis à mal, d'un coup, tu as plein de décharges, plein de choses qui se passent, et on ne comprend pas ce que c'est. Donc là, on va voir notre médecin traitant, et commence quelque chose d'un petit peu compliqué. On lui explique ses crises, mais avec nos mots, c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Et lui, face à ce qu'on lui décrit tous les deux, nous dit « mais c'est psychologique, ça fait 1 an que vous avez perdu votre pied, c'est ça, ça doit être ça ». Et on commence à prendre plusieurs rendez-vous avec lui pour lui dire « non, on pense que c'est pas ça, on pense que c'est plus que ça ». Et du coup, il te fait faire des IRM, des scanners, plein d'analyses qui n'aboutissent à rien. Jusqu'au jour où Thomas, face à cette personne qui pensait mieux le connaître que lui-même, lui dit « non, mais on a tout vérifié sauf la tête, donc cette fois, je tape du poing sur la table, faites-moi une IRM du cerveau ». Et là, du coup, après cette investigation, on arrive au centre pour faire l'IRM, et là, il se passe un truc bizarre. On arrive, il y a des gens qui font l'IRM, ils s'en vont avec leurs résultats, il y a eu le débrief, etc. Des gens arrivent, partent avant nous. Nous, on attend des heures, et au bout d'un moment, on nous appelle. Et là, cette fois-ci, c'est 2 personnes qui viennent nous chercher, alors que les autres, ça ne s'est pas passé comme ça. Et on nous met dans un bureau au fond de l'hôpital, où nous attend un téléphone. Et là, le verdict tombe. Il s'agit d'une tumeur cérébrale qui prend plus de la moitié du cerveau gauche de Thomas. Donc, tous ceux qui avaient voté pour lui, vous avez gagné. Et cette fois-ci, il a 26 ans, et c'est une tumeur cérébrale qu'on accueille dans notre vie. On se dit quand même qu'on est allé jusqu'au bout de cette investigation un peu tous les deux, et que finalement on a quand même gagné du temps. De le savoir aujourd'hui, c'est toujours mieux que de le savoir demain. Donc là, face à ça, on se dit, bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette tumeur? Donc là, on va voir tous les neurologues de Lyon, un peu dans chaque centre, on leur montre les images, on leur demande ce qu'il faut faire, et ils proposent tous à peu près les mêmes choses. Donc on suit un traitement. Et Thomas prend un traitement contre l'épilepsie, parce qu'en fait, ces crises, c'était des crises d'épilepsie partielle. C'est le cerveau qui envoie des signaux de saturation du fait qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il se passait quelque chose, il y avait une tumeur qui prenait la place. Et de là, Thomas est suivi pendant 1 an avec une neurologue. Et au bout d'1 an, ça ne marchait pas trop sur l'épilepsie et tout ça. Elle te propose un protocole de 18 mois, chimiothérapie, radiothérapie. Elle nous explique que ça va être un petit peu dur, un peu compliqué, etc. C'est un peu le pessimisme qui règne dans ce rendez-vous. Et là, moi, d'un coup, j'ai quelque chose qui se crée dans mon ventre, et je lui dis, je le sens pas. Je le sens pas, ce qu'elle nous dit, là, je le sens pas. C'est pas de la peur, c'est pas du déni, mais c'est pas bon, c'est juste pas bon. C'est mon intuition qui me dit non. Et de là, on explique à cette personne, elle le voit, de toute façon, qu'il se passe quelque chose. Et là, on lui dit, on va aller prendre d'autres avis médicaux, peut-être que je ne comprends pas tout, etc. Et là, je prends un petit peu le lead sur ça. Et on va à Paris, on va voir des autres personnes. Ça ne se passe pas forcément bien, on n'a pas un accueil qui est humain dans les autres avis qu'on reçoit. On rentre chez nous, et moi, je me mets à faire plein de recherches sur Google. Et je me dis, par rapport à cette tumeur, qui publie quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et de là, je trouve à Montpellier un centre qui fait des publications sur le cerveau, qui en fait plein. Et on les contacte, on est reçu par un cancérologue, et là, il nous dit, en fait, le protocole de Lyon, moi je vais répondre à toutes vos questions, et en fait, le protocole de Lyon, il est obsolète de 15 ans par rapport à nous, ce qu'on vous propose par rapport à ce type de tumeur. Donc, dans ce contexte-là, on était mal orientés, on va dire. Et il nous dit, nous, il faut que vous reveniez, il faut que je vous présente le professeur Hugues Dufaux, qui est un neurochirurgien et qui opère les cerveaux. Il va vous expliquer sa technique opératoire, il va enlever un bout de cerveau pour enlever cette tumeur qui prend de la place et qui est un peu une bombe à retardement. Et là où Lyon et les autres ont raison, c'est qu'en effet, avec cette masse, la menace, elle est quand même là. C'est une bombe à retardement, et en effet, c'est normal qu'il vous propose des choses un petit peu d'urgence parce que c'est quand même compliqué. Et de là, il nous dit, il faut revenir, il faut que vous échangiez avec ce neuroscientifique, avec ce neurochirurgien, le professeur Dufaux. Donc là, il faut encore attendre pour décrocher les rendez-vous, mais
On remonte sur Lyon, on explique à Lyon qu'on va patienter, on explique à notre entourage qu'il faut patienter, mais sauf que tout le monde était en alerte, mais comment ça, faut patienter? Mais comment ça, vous prenez le temps de votre réflexion? Il faut faire le protocole. Donc là, on s'est un peu pressé comme un citron, un peu de tous les côtés, mais on tient vraiment, on s'accroche à cette intuition en se disant non, 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 et puis on a eu quand même des éléments de réponse, et on va aller maintenant jusqu'au bout. Et là, on rencontre le professeur Dufaux, il nous explique sa technique opératoire, on va y venir juste après. Et là, on y voit un petit peu plus clair et on sait ce qu'on va faire. On le garde un petit peu pour nous et on décide assez rapidement. On part à Rome, prendre l'air pendant 3 jours. Thomas me demande en mariage. Elle dit oui. Et après... Tu peux servir. C'est fait. Et 1 mois après, Thomas est sur la table d'opération du professeur Hugues Dufaux. Et en fait, il y a une information juste avant l'opération qui a changé notre vie. C'est l'information du fonctionnement du cerveau, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Ici, on a tous un cerveau qui est unique. Par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on développe, ce qu'on aime faire, ce qu'on fait et tout ce qu'on fait de notre vie, eh bien, notre cerveau va créer des connexions, va développer des chemins neuronaux qui sont uniques. Et le professeur Dufaux, lui, a basé sa technique opératoire, sa chirurgie, sur ça, en disant, moi, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe, votre cerveau s'est réorganisé, et je vais pouvoir vous amputer sans que ça crée des choses dramatiques. Alors, quand on vous dit ça, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une opération éveillée. Pour une opération éveillée, c'est simple. On opère. Alors là, en l'occurrence, je suis allongé sur le côté droit parce que ma tumeur était ici. Là, tu vois là. Donc forcément, on me demande, une fois le crâne ouvert, on me demande de faire un geste. Alors le geste est simple, c'est celui-ci. Très compliqué à faire. Et ensuite, on me demande aussi, on me donne des dessins, alors des dessins qui sont ultra simples, ultra reconnaissants. On va me montrer une bouteille, on va me montrer un verre, on va me montrer un chat. Et pendant que le professeur met des petites décharges électriques pour savoir comment ça réagit, ou ne réagit pas d'ailleurs sur le cerveau, ce qu'il va faire, c'est que si, au lieu de dire bouteille, je vais dire brouette, j'ai le geste qui fait comme ça, il va me dire « oulala, je n'enlève rien », là ça commence à devenir dangereux, et il repositionne. Il fonctionne avec beaucoup d'étiquettes, donc il met ses étiquettes un peu partout sur le cerveau. C'est vraiment comme ça que ça se passe, et du coup je suis là aujourd'hui. C'est ça. En fait, il vérifie comment s'est réorganisé le cerveau. Et le fait que Thomas parle, eh bien, s'il y avait une erreur, lui, il collait une étiquette en disant « là, cette partie du cerveau, elle héberge encore des fonctions cognitives ». Et il a pu faire un tracé de partout, et vous pouvez voir des vidéos de ces opérations sur Internet. Et vraiment, il colle des étiquettes, parce que juste avant, avec ces petites décharges qui neutralisent à un moment donné, comme si ce n'était plus là, il peut voir ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et il a pu enlever, du coup, cette masse dans le cerveau. Pour l'anecdote, pourquoi un pamplemousse? Parce que toute l'intelligence émotionnelle fait que nous, on n'avait pas, la famille, les proches, on n'avait pas le droit de venir le jour J de l'opération parce que sinon ça allait laisser trop de tristesse et il faut vraiment être combatif au moment d'attaquer la chirurgie, aussi bien le neurochirurgien que le patient. Et du coup, il nous a dit, mais vous inquiétez pas, dès que c'est fini, je vous appelle. Et du coup, l'opération finie, il m'appelle et il me dit, tout va bien, j'ai enlevé 90% de la tumeur, l'équivalent de la taille d'un pamplemousse. Et depuis, cette image, elle est forcément restée gravée dans nos vies parce que, et quand j'en ai reparlé, mais pourquoi un pamplemousse? Il dit, c'est vraiment le volume. À chaque fois, je donne un fruit. Thomas, c'est un peu un des records, mais en général, c'est des clémentines, des choses comme ça. Et il dit, mais si je vous parle en centimètres cubes et tout ça, vous n'alliez rien comprendre, donc d'où l'image. Donc voilà, après, tu as fait 3 mois de rééducation, parce qu'au réveil de l'opération, le cerveau ayant appris à se réorganiser avec une tumeur, lui enlever du jour au lendemain une masse aussi importante, eh bien, il y a un problème de chemins neuronaux. Tu ne savais plus parler. Alors, je ne savais plus parler au réveil. Donc, clairement, j'étais le seul à m'en rendre compte parce que j'étais seul dans la salle de réveil. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il fallait apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner un exemple qui est ultra simple. Je ne sais pas si vous avez des enfants, petits ou grands. En tout cas, imaginez que vous posez 4 images côte à côte, des images assez simples. Maman fait des courses, maman fait un gâteau, bébé mange le gâteau et bébé va se coucher. C'était super. Déplacer dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique ces images, et ensuite vous dites, mets-les dans l'ordre chronologique. Alors disons que j'avais conscience que j'étais incapable de le faire. Donc je préfère me dire qu'il m'a fallu une demi-heure pour réussir.
En tout cas, à l'instant T, je ne m'en apercevais pas, je n'étais pas capable de le faire. Donc voilà, ça, c'est des choses qui ont été faites, des choses qui ont été travaillées. Sur un autre exemple, par exemple, c'est vrai qu'elle m'a aidé, elle a mis, vous savez, des post-it un peu partout dans la chambre ou un peu partout dans l'appartement pour savoir qu'ici, il y avait un piano, qu'ici, il y avait un écran géant, qu'ici, il y avait des chaises. Voilà, une fois que c'était acquis, c'était acquis. C'est ça. On a eu une vie pendant 3 mois de 30 minutes par 30 minutes. La consigne qu'on avait, c'était le cerveau a besoin de 30 minutes d'exercice et 30 minutes de sommeil. Et vous avez 3 mois de top chrono pour qu'il retrouve les chemins pour dire bah ça, je sais ce que c'est, mais de là à le nommer et de pouvoir le dire à quelqu'un, etc., il faut recréer des connexions. Et c'est comme les enfants, ils ont une capacité d'apprentissage par rapport à la maturité de leur cerveau rapide quand ils sont petits. Et après, nous, pour apprendre quelque chose, une nouvelle langue, une nouvelle pratique, il faut beaucoup de répétitions. Bah là, c'est la même chose. Il y avait une fenêtre de tir. C'était 3 mois et pas plus. Et de là, nous, on a vécu à 30 minutes pendant 3 mois. Il y avait une orthophoniste qui venait une fois par jour. Et du reste, on était, il faisait des exercices, il dormait, je le réveillais, on faisait des exercices. Et toute la maison, au fur et à mesure des 3 mois, on pouvait enlever des post-it, symbole aussi de réussite que tu avançais. Et de là, après, on est retourné au centre 3 mois après et ils t'ont fait faire le même test orthophoniste avant l'opération et après 3 mois. Oui. Et du coup, ils étaient super contents parce que Thomas avait retrouvé 90% de ses fonctions cognitives. Et nous aussi. Donc voilà. Et si vous regardez des choses sur Internet, le fonctionnement du cerveau, il y a plein de choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Par exemple, Thomas, ils lui ont enlevé l'hippocampe. C'est un peu la carte SD de notre mémoire, de notre cerveau. Et il nous avait dit, vous allez voir, je l'ai enlevé, mais il va se souvenir de tout. Je l'ai testé sur le bloc, tout ira bien. Et en effet, tout ira bien. Et le professeur Hugues Dufaux, on voulait faire une mise en lumière de son travail, parce que la chirurgie qu'il a faite à Thomas, il l'a inventée il y a 20 ans seulement. Et à l'époque, il sortait des études, il avait fait des stages aux États-Unis un petit peu de partout, il avait vu des opérations du cerveau, et il a recoupé les informations, plus il a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui se passent. Et il se dit, mais moi je suis sûr que les tumeurs du cerveau, je peux les amputer avec la plasticité cérébrale. C'est faux de dire que la parole se situe dans l'aire de Broca qui est devant à gauche. Je sais que je peux amputer des tumeurs dans cette aire de Broca et que mes patients vont continuer à parler. Mais il y a 20 ans, il y avait une bonne partie de la communauté scientifique qui pensait qu'il était fou et une autre partie qui le supportait par rapport à ce qu'il faisait et qui pensait que c'était un génie. Et au final, il a réussi à prouver des choses et il a pu opérer. Et il écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Broca, justement, où il explique tout son combat. Et après, il a reçu plein de prix à l'international. Au Grand Prix de cancérologie, Grand Prix du jeune neurochirurgien, c'était le premier. Plusieurs prix équivalents au prix Nobel de médecine. Donc voilà, on pourra vous en dire plus. Et si vous allez sur notre site internet, on a fait aussi sa bio. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de vous parce que une fois tous ces challenges passés, Thomas a décidé, là, en 2019, d'écrire un livre qui s'appelle « Il faut plus d'une flèche pour faire tomber un ours » et qui sera fini dans l'année. Il devait être prêt pour ce soir, mais on a plein de choses à vous présenter et du coup, il n'est pas prêt. Et l'idée, c'est de partager tout ce qu'on a vécu, de partager toutes les informations qu'on a subies, qu'on a appris sur le cerveau et qui nous ont vraiment changé notre vie et changé notre regard. Et on s'est dit, mais tout ça, maintenant qu'on est en paix avec tout ça, qu'on n'est plus dans une urgence, il faut qu'on le partage, il faut qu'on explique aux gens à quel point le cerveau est incroyable et à quel point on en sait beaucoup sur lui, même s'il en reste beaucoup à découvrir. Et on a créé Art for Science. On a proposé à des artistes de venir rencontrer des neuroscientifiques, donc le professeur Hugues Dufaux, ses équipes, etc. Et on a organisé avec Art for Science des rencontres qui s'appellent les rencontres neuroartistes. Et on organise pendant une journée une transmission de connaissances. Les artistes et le professeur Dufaux échangent sur le cerveau, le fonctionnement, etc., etc. Et après, ces artistes créent des œuvres d'art qu'on va vous présenter ce soir en exclusivité à l'entreprise du futur. Et pendant plein d'autres événements dans l'année, le 29 février, au Cube Orange à Confluence avec RBC Mobilier qui nous fait le plaisir d'être un partenaire de notre association. Et l'idée, c'est de partager avec vous, de par ces toiles, des connaissances sur le cerveau. Voilà. Donc merci à eux, il y en a qui sont là ce soir et qui échangeront avec vous tout à l'heure et demain. Et l'idée, c'est de créer plusieurs événements qui vous donnent de la valeur ajoutée sur le cerveau. Et en contrepartie, il y a parfois des billetteries, on va vous proposer d'enchérir sur les enchères et pour en gagner quelques-unes. Et tous les fonds qu'on pourra récolter de près ou de loin avec des dons, même un don très simple, eh bien, on va tous les reverser aux équipes neuroscientifiques. On va commencer par le professeur Hugues Dufaux et après, notre idée, c'est que rapidement,
on élargit, c'est qu'on aide la neuroscience avec un grand N. Voilà. On a des invitations à vous faire. La première, c'est venez nous voir dans l'espace art qui est au cœur du congrès, dans le couloir. Vous allez voir 49 œuvres d'art sur le cerveau. Et enchérissez, il vous suffit d'aller sur le site internet d'artforscience.eu. Vous créez votre compte, c'est votre mail, votre téléphone, et vous pouvez enchérir sur les œuvres qui vous plaisent. Et vous recevrez des SMS si quelqu'un a surenchéri ou pas derrière vous. L'ouverture de la vente aux enchères se fait depuis ce soir 18h et elle se clôturera demain à 19h. Après, le deuxième rendez-vous qu'on a à vous donner, c'est le 29 février 2020 au Cube Orange. Allez sur notre site, il y a une page dédiée à ça et on vous annonce le programme. Il y a le professeur Dufaux qui vient faire une conférence sur les effets de l'art sur le cerveau. Et la troisième chose qu'on a à vous demander, c'est aidez-nous à la pérennité de notre mouvement Art for Science. Et si vous pouvez rejoindre notre famille de sponsors, de mécènes, ce soir, il y a la Fabrique à Neurones qui est dans le public, qui a été notre premier sponsor, donc merci Clémence. Il y a RBC Mobilier qui nous rejoint dans l'aventure, il y a Biblos Group qui nous rejoint dans l'aventure. Et merci à tous. Et si vous voulez aussi qu'on vienne donner des conférences dans vos entreprises, c'est aussi un moyen d'apporter une valeur ajoutée à vos équipes et de faire rentrer des fonds à l'association. N'hésitez pas, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci Mélanie, merci Thomas. Nous a raconté cette incroyable aventure. J'ose pas dire combat parce que je pense que c'est un combat, mais c'est une aventure aussi humaine absolument incroyable que vous avez vécue, que vous nous avez fait partager. Donc je répète, membres de la communauté Entreprise du futur, rejoignez la communauté Art for Science, donc c'est facile. Art for Science, c'est marqué là, il n'y a pas d'S à science. .eu. Et puis surtout, allez voir tout à l'heure les différentes œuvres d'art exposées et que vous pouvez enchérir sur le site. Merci à tous les deux. Merci encore. Merci On peut encore les applaudir. Merci, très bonne soirée.